Tout le monde réfléchit, j'ai l'impression, avant de te poser une question, qui soit au niveau. Monsieur Claude Roche. Comme d'habitude, vous faites un exposé absolument extraordinaire. Je vous applaudis d'avance, avant les autres. Je vais dire quelque chose de politiquement incorrect. Et je m'en excuse d'avance auprès de nos amis, de certains de nos amis ici. Mais il se trouve que je suis un petit peu scientifique. Et si je reprends votre raisonnement, vous avez dit donc que nous manquons de stratégie, que nos décisions stratégiques étaient nulles, etc., auxquelles je souscris totalement, évidemment. Deuxièmement, je constate que nos dirigeants sont énarques. J'en déduis, moi, bêtement, mathématiquement, qu'il faut changer le mode de recrutement de l'ENA et changer certainement leur mode d'éducation. Alors, c'était le mien? Pardon. Merci. J'ai fait un livre en 2009 que j'ai repris en 2011 qui s'appelait La fin de l'euro. Non pas que je la souhaitais, mais je disais que nous allions subir une crise terrible. Quand la première version est sortie en 2009, c'était avant la crise grecque. Et d'ailleurs, je maintiens que la crise, vous savez, ça c'est un autre point que je n'ai pas développé, mais il n'y a pas de crise dans le monde. Il y en aura peut-être une avec le ralentissement de la Chine, mais dans les 10 dernières années, en dehors du choc de 2008, il n'y a pas eu de crise. En tout cas, depuis 2010, le monde est à plus de 3% de croissance. Il n'y a qu'un trou noir sur la Terre, c'est la zone euro, qui est à 0% de croissance depuis 8 ans. Donc, l'explosion de la zone euro, elle s'est faite lentement. Alors, il aurait pu y avoir une explosion brutale, mais c'est une implosion de la zone euro qui se traduit par 0% de croissance. Donc il y a une crise française à l'intérieur de la crise de la zone euro. Mais donc le livre a été publié en Allemagne et j'ai donc plein d'économistes allemands avec lesquels je suis en relation. Et un jour, on comparait la France et l'Allemagne. La France est maintenant 66 millions d'habitants, l'Allemagne 80 millions, donc c'est à peu près pareil. Et donc, quand vous regardez le mode de constitution des élites, vous avez à peu près les mêmes chiffres. Vous avez 2 millions d'élites techniques, scientifiques et professionnelles dans les deux pays. Et puis, à la tête des deux pays, 2000 personnes qui prennent les décisions sur le plan politique, culturel, stratégique. Donc 2 millions et 2000, et c'est à peu près les mêmes chiffres en France, en Allemagne ou en Angleterre. Les élites techniques françaises sont parmi les meilleures du monde. Donc nous avons des élites scientifiques et techniques assez remarquables, financières aussi. Alors le malheur, c'est qu'on n'aime pas la finance alors qu'on est bon en finance, puisque nous avons des banques et des compagnies d'assurance extraordinaires. Nous avons, c'est juste incroyable de produire 0% de croissance avec de la bonne finance, un système agroalimentaire dans lequel il faut réinvestir, mais qui est très puissant. Il faut le faire exprès, quoi, franchement. Il faut vraiment s'organiser parce que si on faisait rien, ça croîtrait tout seul. Et donc, quand vous regardez les 2 millions d'élites, au fond, qu'est-ce que c'est que le CAC 40, puisqu'il ne nous appartient plus? C'est du management français appliqué à du capital américain pour produire en Asie. Donc, il faut que le management français soit bon, parce que les Américains, ils ne nous aiment pas particulièrement. Ils nous aiment morts, les Américains. Donc, ils ne sont même pas venus manifester, d'ailleurs, avec nous. Pour que les Américains donnent de l'argent pour qu'on produise avec du management français, il faut qu'il soit bon, le management français. Alors, il y a des faiblesses dans le management français. Il y a beaucoup de boîtes qui sont mal dirigées. Le déficit de stratégie il se retrouve malheureusement aussi dans nos entreprises. Mais donc, les 2 millions sont bons, en Allemagne et en France. Et peut-être même, aussi incroyable ça puisse paraître, peut-être même meilleur en France qu'en Allemagne. Sauf que, et c'est très simple, alors je ne sais pas si c'est l'ENA, mais en tout cas c'est très simple, 80% des 2000 qui dirigent l'Allemagne sont issus des 2 millions, et en France c'est 20%. Les autres viennent du monde culturel et administratif, et politique. C'est symbolisé par un autre chiffre. Sur les 500 premières entreprises françaises et allemandes, c'est des travaux de sociologues, d'économistes,
Sur les 500 premières entreprises allemandes, 80% des dirigeants viennent de l'intérieur. Sur les 500 premières entreprises françaises, les 80% des dirigeants viennent de l'extérieur. Et ça se recoupe tout ça. Donc, c'est bien les 2000 qui posent problème, ce qui est en soi important, parce que si les 2 millions étaient mauvais, pour avoir 2 millions d'élites techniques, scientifiques et managériales de qualité, c'est des siècles de boulot. En revanche, les 2000, on peut les changer. D'ailleurs, une révolution consiste à changer les 2000 sans humilier les 2 millions. Toutes les révolutions qui réussissent bien, c'est en reprenant immédiatement les 2 millions qui sont là, et qui d'ailleurs s'adaptent très vite. Les meilleurs officiers des armées révolutionnaires, c'était les bons officiers de l'armée royale. Bon. Les bons policiers ont traversé tous les régimes au XIXe siècle. Vous êtes un bon flic, point, quelle que soit la couleur du pouvoir. Donc, et d'ailleurs, vous savez que maintenant, l'erreur radicale commise par les Américains en 2003 en Irak, c'est bien sûr d'intervenir, comme je l'ai dit, mais corrélativement, la plus grave, c'est d'avoir viré tous les cadres de l'armée irakienne, qui sont aujourd'hui les cadres de Daesh. Les cadres de Daesh sont les cadres de l'armée irakienne virés par les Américains. Il faut toujours reprendre les élites techniques quand vous arrivez au pouvoir, parce que d'abord, si vous ne les reprenez pas, les types, il faut qu'ils fassent quelque chose, et comme ils sont bons, ils sont dangereux. Donc il vaut mieux les reprendre immédiatement. Voilà, c'est des basiques depuis des siècles du gouvernement. La Chine, depuis 25 siècles, connaît bien ça. Quand les Mongols sont arrivés en Chine, ils ont repris les élites chinoises. Ils se sont immédiatement moulés dans le système du mandarinat et ils ont repris les cadres de la Chine impériale. Donc, le problème, c'est bien les 2000. Alors, quel est le rôle de l'ENA? On ne va pas forcément le discuter. C'est que c'est plus compliqué que ça. Parce que l'ENA, aujourd'hui, l'association des anciens élèves, il doit y avoir 3000 énarques en activité, dont certainement une grosse moitié dans le privé. Ils ne sont pas forcément tous mauvais. La question, c'est pas le fait qu'il y ait des énarques dans le secteur privé, c'est qu'on leur donne la direction des entreprises. Or, qu'est-ce que c'est que diriger une entreprise? C'est d'adopter une stratégie en phase avec l'environnement. Or, justement, c'est pas parce que les énarques sont mauvais, c'est parce que les énarques ont été formés par un système administratif qui ne fait pas de stratégie. Voilà. C'est ça le point faible des énarques. C'est pas qu'ils soient mauvais, c'est parce que le système administratif français ne prépare pas à la stratégie. C'est très lié à l'histoire de France, et je termine par là. Comment s'est constituée l'Angleterre? L'Angleterre, j'aime beaucoup les Anglais, donc c'est pour ça que je le dis, mais avec beaucoup de douceur et d'amitié et de tendresse. Mais l'Angleterre, au XVe siècle, c'était pouilleux, quoi. Il n'y avait que dalle. Ils crevaient de faim. C'est pour ça qu'ils sont montés sur des bateaux pour aller chercher de la bouffe ailleurs. Voilà. Et donc, ils sont devenus une nation marchande pour survivre, comme les Japonais. Le Japon, c'est un tas de cailloux, et il y a 15% du territoire japonais qui est arable. Donc, ça explique d'ailleurs les modes de vie des Japonais. Comme ils sont 100 millions collés comme ça, il y a des règles de vie très strictes pour qu'ils ne s'égorgent pas les uns les autres. Donc ça explique la façon dont ils prennent les décisions, ainsi de suite. Vous êtes obligés de travailler collectivement, sinon vous vous égorgez. Ils sont au Japon, dans une pièce comme ça, on vous en met 200. Voilà. Et donc, c'est ça qui a un impact. Donc, les Anglais, eux, pour bouffer, ils sont partis sur les mers. Mais en France, il se trouve que la puissance et le malheur de la France, c'est que nous sommes sur un des territoires les plus riches du monde. Et donc, le modèle de constitution de la France, vous savez qu'il y a deux grands modèles séparés de constitution des grandes nations dans le monde. Si vous prenez les grandes nations de la planète, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon et la France, les 5 grands qui ont dominé jusqu'ici dans le monde, maintenant les Chinois arrivent, mais on pourrait réinclure la Chine dans ce raisonnement, mais sur les 5, il y en a 4 dans lesquels la nation préexiste à l'État, et le 5e, c'est l'État qui crée la nation. Ce qui explique justement l'incapacité française qu'on a à réformer l'État. C'est parce que l'État est matriciel, c'est la mère. La mère, donc est-ce qu'on réforme sa mère?
on y va avec précaution. Alors que quand c'est un instrument d'action publique, on peut réformer un instrument d'action publique. Pour les Anglais, l'État, c'est un instrument d'action publique, pour les Américains aussi, mais réformer sa mère, c'est compliqué. Donc, quand vous prenez cette question fondamentale, le fait que les élites françaises... Ah oui, et je conclue par ça. Comment s'est constituée la France? C'est l'État de l'Île-de-France qui a constitué la France par annexion successive. Donc, vous n'aviez pas besoin de lancer des expéditions maritimes à l'autre bout du monde pour devenir riche et puissant en France. Il suffisait de prendre le comté ou le duché d'à côté et de grossir par extension. En Angleterre, bon, à un moment donné, ils ont fait la guerre aux Écossais, aux Irlandais, mais c'était pour affermir leur pouvoir. Mais ils ne se sont pas enrichis en prenant l'Écosse, qui était encore plus pauvre que l'Angleterre. Hein, donc, nous, si en étant le duc d'Île-de-France, vous preniez le contrôle des duchés qui étaient autour, vous deveniez la première puissance du monde connu de l'époque, qui était l'Europe pour nous, puisqu'on sait qu'il y avait la Chine de l'autre qui était encore plus forte. Voilà, donc... mais ces dimensions historiques, elles sont clés, hein, parce qu'elles sont sous-jacentes, elles sont dans notre cerveau reptilien. Hein, donc, c'est pour cela qu'on a du mal à... Et tant qu'on n'arrive pas à distinguer les trois figures de l'État, hein, l'État régalien, l'État stratège et l'État-providence, on ne peut pas réformer. Hein. Si on traite l'État comme une entité unique, on ne peut rien faire. Donc le problème français au niveau de l'État, c'est qu'on a un État-providence dispendieux et inefficace, un État régalien tellement affaibli que les soldes sont empruntés sur la finance internationale, et un État stratège inexistant. Voilà. Donc, il faut reconstruire, j'avais écrit ça il y a 10 ans, au temps de De Gaulle, on avait un État stratège puissant avec une dépense qui était très faible. Il faut se souvenir que quand De Gaulle lance le TGV, Airbus, les centrales nucléaires avec Pompidou, hein, la dépense publique est inférieure à 40% du PIB. Hein. Donc, l'État est stratège et visionnaire, mais il dépense peu. Et aujourd'hui, il n'est plus visionnaire, il n'est plus stratège, il dépense beaucoup. Et là aussi, pour expliquer les choses, je fais toujours le parallèle avec les enfants hein, et les parents. Quand les parents ne contrôlent plus les enfants, ils donnent de l'argent de poche. Mais quand les parents sont forts, ils donnent de l'éducation. Quand les parents sont faibles, ils donnent de l'argent de poche. Donc voilà, ben, l'État français est devenu faible, et il distribue l'argent de poche par tombereau. Et donc, il faut... Mais si vous voulez réformer la dépense publique, ça commence par rééduquer les Français sur le fait qu'il faut simultanément rétablir la puissance de l'État régalien. On a vraiment besoin de réinvestir sur notre système militaire. On dépense 30 milliards d'euros sur les armées, il faut remonter très rapidement au-dessus de 35. Alors le président vient de dire, je garantis 31, mais sur les 31, il y a 2 milliards de soi-disant plus-value sur vente de terrain. Ben, c'est pas ça un financement des armées. Les armées, elles font des programmes à 20 ans. On ne peut pas leur dire, bon, tu te finances sur la base de l'éventuelle plus-value, de la vente d'un terrain dans les 6 mois qui viennent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça le défaut de stratégie. C'est à la sécurité sociale qu'il faut dire ça. Il faut dire, ah bon, tu verses les retraites en fonction de la plus-value sur la vente du terrain. Là, ça va obliger les gens à réfléchir. Quand je suis intervenu là, dans une émission à BFM, parce que je suis comme vous, je suis comme toi, tout ce qu'on dit, ça nous semble d'une évidence totale. Pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est ça qui nous interroge. Et j'ai dit, au fond, il faut que les retraités comprennent que quand on ferme une usine, c'est un bout de retraite qui part. C'est ça le lien. Quand le type qui reçoit une allocation sociale, ou une retraite, ou une subvention, quand il entend à la télé, il y a une usine qui ferme, hein, pour beaucoup de gens, tant mieux, hein, qui crèvent, hein, voilà, que les patrons crèvent, que l'entreprise ferme. Hein, vous savez que c'est la CGT qui a tué tout le système d'imprimerie en France. Hein, et je me souviens, c'est quelque chose qui m'a été rapporté par quelqu'un qui dirigeait une grosse imprimerie, même plusieurs imprimeries en Île-de-France. Et une fois, et c'était un épisode il y a 8 ou 10 ans, parce que malheureusement le système s'est effondré depuis, mais au moment où il fermait une imprimerie de 1500 personnes, il parlait avec le délégué CGT,
hein, qui lui avait fait, le délégué CGT lui avait tellement fait voir pendant des années qu'il n'y avait plus de profit fermé, hein, des luttes incessantes, et le type lui avait carrément dit « je préfère voir la boîte se fermer que de vous voir continuer de la diriger ». Voilà. Et l'autre lui a répondu, mais on perd 1500 travailleurs. Il a dit non, mais on va se débrouiller. Voilà, c'est l'État qui va payer. Voilà, donc le jour où les gens connecteront leur retraite et leur allocation de sécu à la solidité du secteur productif, on aura tout résolu. Oui, monsieur.